Bonjour messieurs dames, en ce jour, Démystif part en quête du trésor des Templiers qui aurait disparu il y a exactement 708 ans, c'est-à-dire le 13 octobre 1307, le jour de l'arrestation des Templiers. Il aura inspiré des œuvres telles que le Da Vinci Code et nombre de médias ainsi que de journalistes ne se seront jamais privés de s'inspirer des mythes et légendes entourant les Templiers dans leur ensemble, quitte à réécrire l'histoire. Gardez en tête que ce sujet est sensible et nombre d'éléments l'entourant sont œuvres de fiction en lieu et place d'histoire. De plus, certains débats sont toujours de mise entre les historiens quant aux motivations réelles des uns et des autres. Il aura aussi trop souvent fait l'objet de fantasmes et de diabolisation des parties impliquées. L'approche se voudra donc une synthèse la plus récente possible et la plus objective possible en se basant sur les excellents travaux de Jean Favier, un historien plutôt favorable à Philippe IV le Bel, et d'Alain Demurger, un historien plutôt favorable à la cause des Templiers. Ils ont la qualité de ne pas chercher à accuser ou diaboliser, mais simplement à comprendre. Ça tombe bien, c'est l'objectif du jour. Pour pouvoir répondre à la question du jour, voici donc d'abord un résumé du contexte sur la base des travaux récents de Jean Favier et d'Alain Demurger, permettant de comprendre les tenants et aboutissants de la situation telle que nous la comprenons aujourd'hui. Nous sommes dans la France féodale du début du XIVe siècle après Jésus-Christ. D'une part, nous avons l'ordre du Temple, un ordre militaire et monastique qui n'obéit qu'au pape, créé lors de la première croisade, et récemment vaincu et bouté, comme les autres forces croisées, hors du Moyen-Orient par les forces musulmanes. Il est donc renvoyé en Europe, en particulier en France, et est à l'époque dirigé par Jacques de Molay. Ajoutons que l'ordre dispose à l'époque d'un vaste patrimoine foncier, qu'il exploite avec rigueur et efficacité, le tout en s'étant érigé comme l'une des rares institutions financières fiables de l'époque. De l'autre, nous avons Philippe IV le Bel, roi du puissant royaume de France, réformateur et entreprenant, mais dont le royaume est endetté, appuyé par son dévoué conseiller Guillaume de Nogaret. Le roi défend farouchement le pouvoir temporel royal face au pouvoir intemporel ou spirituel du pape et de l'église, ce qui lui aura valu quelques misères avec le Saint-Siège et lui vaut un conflit d'influence constant avec ce dernier. Au milieu de cela, nous avons le pape Clément V, fraîchement élu, français de surcroît, et plutôt favorable, ou devrais-je dire moins hostile, au roi de France que ses prédécesseurs. En raison du tumulte entourant la papauté à l'époque, il est basé à Avignon, ou en Avignon, c'est selon, c'est comme vous voulez, et il est en d'autres termes à portée de main du roi de France s'il souhaitait lui frotter vigoureusement le fessard en cas de désaccord. Le roi de France souhaiterait, comme ses aïeux, retourner en croisade afin de cogner sur du sarrasin et reprendre Jérusalem. Mais pour ce faire, il estime que l'ordre du Temple et l'ordre des Hospitaliers doivent fusionner en un seul nouvel ordre militaro-monastique afin qu'il retrouve, selon lui, un intérêt réel pour la future croisade. Ce à quoi s'oppose farouchement Jacques de Molay, qui est le dirigeant de l'ordre du Temple, simple rappel, et qui compte bien garder sa place de grand maître de l'ordre du Temple en excluant la possibilité d'une fusion. Ce contre quoi le roi ne peut rien sans le pape. Le tout étant généreusement saupoudré de maladresse et d'une attitude peu diplomate de Guillaume de Nogaret, le conseiller du roi, tant à l'égard des Templiers que du Saint-Siège papal. Ajoutons à ces tensions entre le roi et l'ordre du Temple l'endettement du royaume de France qui mine les ambitions du roi Philippe le Bel et en face de cela la réputation de richesse de l'ordre du Temple. Vous trouvez aussi que cette histoire commence vraiment à sentir fort de la croupe, n'est-ce pas? Eh bien vous avez bon flair, il ne manque plus qu'un prétexte pour transformer ces tensions en conflit. C'est Philippe le Bel, qui n'est pas du genre patient ni à faire excessivement dans la dentelle, qui va lancer les hostilités grâce à son habile conseiller Guillaume de Nogaret. Devant le refus de l'ordre du Temple, il se décide de le faire tomber afin que les biens des Templiers reviennent à l'ordre de l'Hospital, permettant ainsi d'atteindre en quelque sorte son objectif de fusion des ordres, le tout en prenant un peu de la richesse de l'ordre du Temple au passage. Ce brave mais quelque peu mollasson pape Clément V se chargera de mettre de l'huile sur ce début d'incendie. Le roi de France adresse au Saint-Père des accusations d'hérésie, de sodomie et autres joies à l'encontre de l'ordre du Temple en espérant qu'il y donnera suite et fera dissoudre l'ordre. Philippe le Bel, après avoir connu moultes embrouilles avec les papes précédents, espère que ce pape tout neuf et plus docile lui fera ce plaisir, d'autant plus que les accusations sont graves. Oui mais voilà, le pape Clément V n'est pas un grand fan des conflits et laisse traîner, volontairement. Philippe le Bel, qui estime qu'il a bien autre chose à faire que d'attendre que le pape se décide, ou même d'attendre un quelconque aval papal, prend les devants et organise une action contre les Templiers. Le roi ordonne donc à son conseiller Guillaume de Nogaret d'organiser dans le plus grand secret l'arrestation simultanée pour hérésie de tous les Templiers du royaume de France le 13 octobre 1307. C'est l'une des opérations de police les mieux organisées du Moyen-Âge et d'une envergure des plus impressionnantes pour l'époque. Elle sera d'une efficacité redoutable et coincera la plupart des Templiers de France qui ne peuvent répondre à cette arrestation surprise qu'en tentant de se défendre par le fer,
pour le principe, lorsqu'ils ne sont pas tout simplement tirés du lit à coups de bottes dans les miches. Une fois les malheureux arrêtés, ils subirent la fameuse « question », qui sous cet air innocent est en fait une séance de torture visant à faire avouer des crimes effectivement commis ou non. Sous la torture, nombre de Templiers avoueront des actes considérés comme hérétiques ou interdits par l'Église, bien qu'il est probable qu'ils ne les aient pas commis, du moins pas tous. C'est donc ainsi que le pape fut pris de court et été mis devant le fait accompli. Les Templiers avaient été arrêtés et nombre d'entre eux, y compris des hauts dignitaires, avaient avoué des actes que l'Église ne pouvait pas tolérer. Pour ne pas perdre la face et tenter de reprendre la main, Clément V s'aligna donc initialement sur la position du roi de France et alla encore plus loin en ordonnant l'arrestation de tous les Templiers d'Europe. Un bras de fer d'influence pour le contrôle du procès de l'ordre du Temple s'engagea alors entre le roi de France et le pape. Mais ce fut finalement le roi Philippe qui prit l'ascendant, bien que l'on puisse arguer sur l'ampleur de cet ascendant. Résultat, Jacques de Molay et nombre de ses compères furent finalement mis au bûcher en mars 1314. Les biens des Templiers furent ensuite remis à l'ordre des Hospitaliers en échange d'une forte somme présentée comme étant une commission et parfois même de taxes supplémentaires sur leur possession. L'objectif du roi de France, de se débarrasser de cet ordre gênant ses projets tout en s'en mettant un peu dans les fouilles au passage afin d'accomplir ses projets pour le royaume, était donc dans l'ensemble atteint et l'ordre du Temple s'éteint par le feu et disparaît de l'histoire pour entrer dans la légende. Revenons-en donc à notre trésor. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle du trésor des Templiers ? Eh bien on parle essentiellement du trésor du Temple de Paris, en d'autres termes plus modernes, la base des Templiers à Paris qui était par ailleurs en quelque sorte la capitale de l'ordre du Temple en France et donc théoriquement la plus riche du royaume. Et c'est donc son trésor qui aurait fichu le camp le soir précédant l'arrestation des Templiers en France, c'est-à-dire le soir du jeudi 12 octobre 1307. Mais qu'en est-il vraiment ? Selon l'historien Jean Favier, le trésor aurait en réalité été immédiatement saisi par les hommes de Philippe le Bel, qui l'aurait gardé le temps du procès et aurait récupéré sur ce bien ainsi que les autres une sorte de commission pour l'avoir si bien gardé, entre de très grandes guillemets, pendant tout ce temps avant de le remettre aux Hospitaliers. Ajoutons à cela que sur la base des travaux à la fois de Malcolm Barber et Alain de Murger, les quelques Templiers ayant échappé à l'arrestation, et dont un nombre important ont été rattrapés par la suite malgré leurs efforts, auront surtout fait en sorte de rester le plus discret et invisible possible, excluant de fait de se promener en race campagne avec un lourd cortège de chariots remplis d'or, même dissimulé, qui demande fatalement une logistique y correspondant. Une autre question se pose alors, mais comment est née la légende du trésor des Templiers ? Sur la base des éléments tirés des travaux d'Alain de Murger, la légende semble née de deux aspects. Tout d'abord, les intentions du roi de France, Philippe le Bel, ont souvent été frappées du sceau de la cupidité, y compris de son temps. Il semble aujourd'hui admis, non seulement par Alain de Murger, mais tout autant par Jean Favier, que ses motivations étaient principalement politiques. L'aspect financier de l'affaire était un facteur sans en être le moteur principal. Le second élément est le fait qu'un petit nombre de Templiers sont parvenus à échapper à la grande arrestation du 13 octobre 1307. Il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur que ces quelques et peu nombreux chanceux ayant eu vent de l'arrestation à temps ont mis les voiles avec un trésor fabuleux digne de la réputation de l'ordre du Temple. Ce qui ne semble absolument pas être le cas en réalité. La légende des Templiers ainsi qu'un effet de téléphone arabe faisant le reste, ce mythe fait surface plusieurs fois au cours de l'histoire. Dans l'ère récente, c'est le gardien du château de Gisors en Normandie, convaincu que le trésor s'y trouvait, qui entama dans le château des fouilles illégales sur la base de la légende. Mais personne, ni même l'État à la suite du gardien, n'y trouva jamais quoi que ce soit. Au cœur de ce tumulte, tout comme pour le mythe des aliens de l'Antiquité dont nous avons parlé dans l'épisode 2, ce sont des journalistes et des écrivains tels que Gérard de Sède qui se sont emparés du mythe, se basant sur des documents secrets du Vatican, relatant des témoignages dont nous n'avons pas d'autres preuves ni même écho, et autres sources brumeuses pour justifier leurs propos et de fait faire sensation. Pour conclure, sur la base des travaux d'historiens ayant permis d'appuyer le propos du jour, sans être totalement absurde, il semble des plus improbables que l'hypothèse d'une fuite du trésor des Templiers soit réelle. Son souci étant, comme vous l'aurez sans doute déjà compris, qu'elle est des plus bancales et qu'elle ne dispose pas de fondements fiables. En face de cela, nombre d'éléments laissent à penser que cette hypothèse est de l'ordre de la légende et non pas de l'histoire. Nous voici donc à la fin de cet épisode et nous allons pouvoir laisser tranquilles ces braves Templiers ainsi que le pape et notre bon roi Philippe le Bel, sans oublier leur précieux entourage. Je remercie Litchi du fond du cœur d'illustrer si bien chaque épisode grâce à son talent. Je vous invite tous à jeter un œil à son DeviantArt où il expose son talent sous bien des formes.
En ce qui concerne la bande sonore, c'est l'aimable Brandon Fichter, auteur-compositeur, qui a accordé à Démystif le droit d'utilisation de ces morceaux. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la description. Je finirai en remerciant JB alias Jean-Baptiste pour sa relecture attentive et constructive, qui est un rôle des plus importants pour améliorer la qualité du contenu. Et comment vous quitter sans vous remercier vous qui suivez Démystif. Un grand merci à toutes et tous ceux qui soutiennent la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin et interagir avec Démystif, continuez à nous rejoindre nombreux sur les réseaux sociaux. A bientôt!